Bonjour et bienvenue à tous dans le studio des experts. Comme à chaque fois, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine. Nous allons parler cette semaine de pilules, de voitures, de cyberattaques, entre autres. Pour analyser et commenter tout cela, 2 invités politiques uclois et 4 experts qui, eux, viennent d'un peu partout. Les 4 experts, alors je vous les présente. Il écrit des romans et en même temps il dirige un hebdo satirique, Marcel Seyl. Bonjour, et uclois. Elle teste et en même temps elle est porte-parole des consommateurs chez Testachat, Julie Frère. Bonjour. Il écrit et en même temps il est journaliste, Michel Goethe, bonjour. Bonjour. Elle chronique et en même temps elle blogue. Bonjour Salma Awash. Bonjour. Alors on commence par le tout à la sécurité, un dimanche entier pour accoucher de 28 mesures sécuritaires. Ces décisions du gouvernement Michel ont fait du bruit, elles ont fait grincer les dents. Exemple, un magistrat rebelle, Luc Hénard, et une syndicaliste policière qui n'en pense pas moins, Betty Mazur, c'était mardi. Dans M. L'exécution des peines, elle n'appartient pas, en tout cas sur le principe, n'appartient pas au juge. Le juge prend une décision, éventuellement une peine, et c'est au pouvoir exécutif de mettre en œuvre les moyens pour que cette peine puisse être exécutée. Dire aujourd'hui que c'est le juge qui va déterminer au départ la durée de la peine, je crois que c'est une mauvaise mesure et c'est simplement pour donner l'impression, une fois de plus, que le gouvernement prend notre sécurité en main. Il faut savoir qu'au niveau de la police, on est 3 organisations syndicales à avoir déposé un préavis de grève parce que justement on a un problème de financement. Il faut savoir que les missions au niveau de la police locale, elles ont explosé ces dernières années, qu'on travaille avec des normes KUL qui ne sont pas en adéquation avec ce que les policiers vivent sur le terrain et que DAB n'est qu'une infime partie de solutions par rapport à la réalité de terrain des policiers. Alors, Marcel Seyl, beaucoup de gens mécontents, beaucoup de gens aussi qui trouvaient que c'était plutôt bien ce plan. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, moi je suis extrêmement partagé. Bon, il y a des choses très utiles, comme notamment le fait que des informations fondamentales vont être accessibles par, on va dire, tout l'appareil sécuritaire, ce qui est... C'est même incroyable que ça n'ait pas été fait avant. Mais en même temps, je note qu'il y a un côté, dans la communication, il y a quelque chose d'étrange, c'est qu'on dit, en un week-end, on a résolu, on a pris 28 mesures, ce qui donne l'impression que finalement, le gouvernement a été un petit peu brouillon, parce que pondre 28 mesures en un week-end, ce serait de l'amateurisme. Donc bien sûr, tout ça, ça a été étudié en amont, etc. Mais ce qu'on a voulu montrer, au-delà du fait qu'on sécurise encore un peu plus l'État et donc le citoyen, ce qu'on a voulu montrer, c'est que le gouvernement s'entendait bien et qu'il arrivait à prendre des mesures. Mais c'est effectivement de nouveau dans le domaine de la sécurité, là où on a aussi les ministres NVA. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a des mesures qui étaient indispensables et d'autres qui vont peut-être poser problème. Julie Frère. Mais je pense que simplement quand on parle de sécurité et de sécuritaire, il y a énormément de choses qu'on accepte de voir se réaliser sous prétexte qu'elles vont nous amener plus de sécurité. Donc ce sont des matières sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant. Je pense évidemment à la présence des militaires qu'il y a depuis les malheureux événements. Il y a cet élément qui, en tout cas pour certaines personnes, est sécurisant, qui va en même temps mener à ce qu'un jour, on l'espère quand même, on ne va plus avoir de militaires dans les rues. Et là, est-ce qu'on ne va pas avoir un effet inverse de tout à coup, on ne se sent plus en sécurité parce qu'il n'y a plus de militaires dans les rues. Je caricature un petit peu, mais je pense que simplement, il faut être extrêmement vigilant sur ce type de dossier, parce que sous le prétexte du sécuritaire, on peut parfois faire passer des mesures qui peuvent porter atteinte à certaines libertés fondamentales qui sont très importantes. Michel Goethe. Autorité, oui. Autoritaire, non. Sécurité, oui. Sécuritaire, non. C'est bien résumé. Salma Awash. Je voudrais rebondir sur ce que Julie et Marcel ont dit. D'abord, au niveau de la communication, c'est vraiment la première chose que je me suis dit. Je me suis dit, mon Dieu, que c'est mal communiqué. Oui. C'est-à-dire que déjà sur un sujet aussi anxiogène, où on attend autant de résultats, autant d'efficacité, balancer qu'on a fait ça en un dimanche, il y a plein de gens qui ne verront pas qu'effectivement, on a travaillé depuis longtemps là-dessus. Et donc, sur tout même le reste des mesures, on sait qu'il faut avoir une pédagogie et une éthique sur la façon d'expliquer la sécurité, les mesures qui vont être prises, pour pas qu'on ait l'impression de verser dans un tout sécuritaire, dans une espèce on serait à contresens, puisqu'on enfreinerait certaines libertés individuelles. Donc c'est vraiment
pas terrible la façon dont ça a été communiqué, mais je suis sûre qu'il y a de très bonnes choses là-dedans. Alors, on va demander tout de suite l'avis de nos deux invités politiques. J'invite Emmanuel Debock et Boris Diliès à nous rejoindre. Alors, Emmanuel Debock est chef de groupe Défi au Parlement bruxellois. Il est conseiller communal dans l'opposition. Non, qu'est-ce que je dis ? Dans la majorité, bien sûr. À Uccle. Et son collègue à côté de lui, c'est Boris Diliès, député bruxellois et maire, vice-président du MR bruxellois et échevin des finances à Uccle, donc partenaire de Défi dans la majorité. Absolument. À Uccle. Alors, tout de suite, on va commencer par vous, Boris Diliès, parce que là, vous êtes un peu le représentant de la majorité fédérale, en tout cas. Ce plan sécuritaire, la position a dit c'était des vieilles mesures, de toute façon, c'était rafistolé, erreur de communication, on dit aussi. Ici, quelle est votre position en la matière? Mais écoutez, je crois que personne ne pourra s'étonner que le gouvernement fédéral qui a en charge la sécurité des personnes avance et prenne des mesures, parce que moi je suis un peu étonné par rapport à certains commentaires que j'ai entendus. Alors bon, il y a le jeu de l'opposition, c'est de bonne guerre, mais je rappelle qu'on est quand même toujours en niveau 3. Donc il est assez normal, il est même assez sain que le gouvernement fédéral continue à évoluer dans ce sens par rapport à la sécurité des personnes. Moi je le vois notamment, vous parliez d'Uccle, aujourd'hui, plus rien n'est comme avant. Quand vous organisez une chasse aux œufs ou une brocante, c'est plus un claquement de doigts et on y va. Pour chaque petite manifestation qui jadis était totalement banale en matière de sécurité, vous devez prendre un certain nombre de mesures. Et donc on se trouve aussi dans un cas de figure aujourd'hui où la police est extrêmement sollicitée. Dans certains cas, dans certaines zones de police, elle est quasi sur les genoux. Et donc je ne trouve pas anormal, si vous voulez, qu'on remette l'ouvrage sur le métier, et notamment qu'on regarde aussi ce qui est fait en matière de sécurité privée, même si on doit rester dans un état de droit, c'est aussi ce que prévoit le gouvernement fédéral. Non, ben justement, Emmanuel Debock, on a parlé de privatisation de fonctions policières aussi. C'était pas dans le plan, mais c'était dans le courant de la semaine en commission parlementaire. Vous y êtes favorable, vous, à cette privatisation? Mais bien sûr que non. Donc là aussi, depuis plusieurs années, en fait, et ce n'est pas que ce gouvernement-ci, il y a un consensus, en tout cas au niveau des partis bruxellois, pour dire que la fameuse norme KUL, on l'a entendu dans votre reportage, pose un gros problème de fond. C'est-à-dire que le refinancement des zones de police s'est fait au détriment des grandes villes. Mais en plus, dans le financement des grandes villes, Bruxelles est le parent pauvre, puisqu'en réalité, on a plus ou moins 31 policiers pour 10 000 habitants, alors que dans les autres grandes villes comme Gand, Liège, on est sur une moyenne de 42 policiers sur 10 000 habitants. Donc on le voit, c'est 25 à 30% de policiers en moins pour une capitale comme la nôtre. Et donc, l'ensemble des partis bruxellois sont en train de travailler sur une proposition de résolution. On a eu des débats au Parlement bruxellois pour redemander en fait un juste calcul par rapport aux besoins qui sont nécessaires dans une capitale comme celle de Bruxelles. Mais la privatisation n'est pas une solution, alors, justement? C'est pas une solution, et il y a même un danger, c'est que ça soit à un moment donné un enjeu politique. On sait que la NVA a envie d'une privatisation pour après démanteler aussi un certain nombre de fonctions régaliennes. Donc nous on dit attention, c'est peut-être aussi une stratégie qui vise à terme à finalement régionaliser ce type de compétences à venir. Boris Diliès, c'est le plan de la NVA, le plan du gouvernement? Moi j'ai aussi envie de dire attention, dans la mesure où, encore une fois, la menace, elle a changé, les besoins en matière de sécurité ont évolué, et donc, à nouveau, je dis, l'État ne peut pas tout. Et donc je crois qu'il y a des choses, effectivement, que le privé peut faire, mais il ne s'agit pas de privatiser effectivement entièrement la sécurité. On n'a jamais parlé de cela. Un exemple. Mais moi, je pense effectivement à tout ce qui est déjà réalisé actuellement en sécurité par rapport au lieu d'événement. Mais je pense aussi à la sécurité par rapport à ce qui est déjà fait au niveau des propriétés privées et autres. Mais ce qui est important, et je crois que c'est intéressant, c'est justement, et c'est ce qu'essaie de faire le gouvernement fédéral, c'est de mettre des balises. Parce qu'aujourd'hui, il y a un petit peu un flou. Je prenais l'exemple, parce que c'est un exemple que je connais bien comme élu local, mais dans certaines manifestations, la police, par exemple, dit, bon, ok, écoutez, nous, par rapport aux effectifs, parce qu'ils font vraiment un boulot exceptionnel, et je tiens à le saluer, mais ils nous disent, il faudrait que vous preniez une société de gardiennage en plus. Les choses ne sont pas toujours claires parce que par rapport effectivement au droit, au pouvoir en matière de... Mais bien entendu. Et donc, si vous voulez, là je crois que c'est important justement qu'on puisse baliser les choses, mais force doit rester à la loi, et pour autant, dans le plan du gouvernement fédéral, à nouveau, ce qu'on appelle le monopole de la contrainte, c'est l'État qui continue à le conserver. Ça, je crois que c'est important. Donc, il n'y a pas de sécurisation, il n'est pas question de privatisation de toute la sécurité. Emmanuel Debock, donc on organise des événements à Uccle, on utilise des
des sociétés privées pour aider la police. Et vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, le problème, c'est que les commerces, et il y a beaucoup de commerçants qui sont demandeurs en réalité d'organiser leur propre sécurité de manière complémentaire. Et donc il y a aussi un enjeu économique qui se fait à côté de cela. Il y a un enjeu de sécurité où effectivement, comme les policiers sont aujourd'hui sur les dents pour un certain nombre de missions, il y a la fonction de capital, on va avoir des sommets importants, comme il y a des récupérations, mais aussi on voit les policiers sont réquisitionnés pour aller dans les prisons, pour faire toute une série de missions qui finalement n'est pas de leur ressort premier. In fine, il y a une perte de présence sur le terrain au détriment des fonctions de présence dans la rue, par exemple. Alors oui, c'est vrai, les militaires, comme le disait Madame Frère, effectivement, c'est un fait. Mais demain, quand les militaires ne seront plus là, est-ce qu'on aura de nouveau des policiers dans la rue pour remplir ces missions-là? C'est une vraie question de société qu'on peut poser. Marcel Sel. Mais si je puis me permettre justement par rapport à ce qu'a dit Emmanuel Leboeck, si on veut précisément continuer à ce que la police puisse réaliser ses missions premières, et notamment la sécurité dans la rue, je pense qu'il n'est pas malsain que du contraire d'évaluer dans quelle mesure, dans certains cas, le privé effectivement peut se charger de certaines missions afin que la police puisse justement accomplir ses missions premières de sécurité et d'ordre public. Bon, la question, Emmanuel Leboeck, est-ce qu'on a les moyens de rajouter des policiers? Parce que vous parliez de normes KUL, mais est-ce que les autorités, quelles qu'elles soient, ont les moyens de remettre davantage de policiers? C'est un vrai débat de fond sur d'abord quels sont les moyens financiers que l'on réserve aux fonctions régaliennes. Justice, sécurité. C'est ça le premier débat. Et moi, en tant que politique, la question du curseur, elle est essentielle. C'est quels sont les besoins et est-ce qu'il y a une égalité de traitement entre tous les citoyens? Et c'est vraiment ce débat-là qu'on doit avoir. Et si effectivement, il y a 20 ans, la norme KUL correspondait à une réalité qui aujourd'hui est totalement dépassée, c'est un peu comme la clé 60-40 sur le réseau ferroviaire. Il faut pouvoir avoir le courage, et on le voit en France, ceux qui transcendent, si je puis dire, ces clivages et qui remettent à plat un certain nombre de politiques. Moi, j'ai pas de problème de dire à un moment donné, il faut investir un peu plus au nord, un peu plus au sud, un peu plus au centre, si ça fait partie d'une démonstration de besoin et d'objectivation quant aux capacités financières des communes, par exemple, à y répondre. On ne va pas en plus accabler la région où il y a le plus de pauvreté, où il y a quelque part des fonctions internationales que l'on remplit, et tout cela, on va faire peser ces fonctions-là sur la population par ailleurs la plus pauvre. Mais c'est le cercle vicieux. Boris Gilliez, juste pour conclure, vous êtes d'accord sur cet aspect de la norme KUL doit changer? Oui, je pense que... vous soutenez ce que dit les partis à la majorité bruxelloise? Il est normal de remettre son ouvrage sur le métier, d'ailleurs dans toutes les matières, j'ai envie de dire, mais particulièrement dans le cadre de la sécurité. Donc là aussi, encore une fois, c'est ce que le fédéral essaye de faire. Il ne s'agit pas d'avoir du tout sécuritaire, il ne s'agit pas de priver qui que ce soit de sa liberté, il s'agit de protéger les citoyens. Michel Gueux, vous vouliez intervenir, ça conclura notre chapitre. Si je comprends bien, parce que c'est une question budgétaire essentiellement, au lieu d'engager du personnel supplémentaire à l'État, vous engagez des privés parce que ça coûte moins cher. Point. Est-ce que ça coûte moins cher? Alors, encore une fois, je ne voudrais pas me répéter, mais il y a une réalité. À l'heure où l'on parle, si vous voulez, il y a déjà une série de missions qui sont prises en charge par le privé. Donc je crois que c'est important qu'il puisse y avoir un cadre. Rien ne serait pire que de dire, voilà, on laisse les choses aller et on verra bien. Et aujourd'hui, je crois que le fait de mettre de l'ordre justement dans ce que peut être les missions du privé et les missions de l'État à travers la police ou l'armée, je crois que ça c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, force est de constater que les choses se font, mais qu'on doit pouvoir les encadrer aussi. Mais il est évident qu'on aura toujours besoin de moyens, probablement de moyens supplémentaires en matière de sécurité, parce que malheureusement, en matière de sécurité, les choses évoluent pas forcément favorablement. À propos de sécurité, on a eu un peu peur toute la semaine avec ces menaces de cyberattaques informatiques partout dans le monde. WannaCry, c'est un virus informatique qui était soi-disant inoculé par les Nord-Coréens. Il a fait des dégâts, mais en Belgique, assez peu, heureusement. Il n'y a pas eu trop de problèmes, si ce n'est dans le parking City Park de la gare du Midi, qui a fonctionné gratuitement jusqu'à lundi midi, parce qu'il avait été touché justement par WannaCry. Et alors, je proposais, là, vous voyez quelques images de ce parking où on passe gratuitement, donc c'est quand même un avantage en week-end, pour une fois, et d'entendre quelques commentaires, finalement, d'utilisateurs à la fois surpris et contents. Je voulais payer, mais je n'en ai pas eu besoin. J'ai d'abord cherché où est-ce que j'allais payer. Et quand je regarde, je vois que tiens, le parking aujourd'hui, il ne faut pas payer.
mais il faut le payer à l'extérieur, mais pas à la machine parce que la machine ne fonctionne pas. Je me suis dit d'accord, c'est peut-être un problème technique. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit d'accord, je monte, je prends mon client et quand je ressors, il me dit tiens, il faut payer à la barrière. J'arrive à la barrière se lève automatiquement. Je me dis ah ok, le parking est gratuit pour nous aujourd'hui, c'est une bonne chose. Alors Julie Frère, là on a l'air d'en rire, mais enfin c'est pas si rigolo, ces cyberattaques. Hein. Non, c'est pas si rigolo, mais je pense qu'il y a quand même un élément positif dans ce qui s'est passé, c'est qu'on en a beaucoup parlé. Ça a été très médiatisé et du coup je pense que ça remet un petit peu à l'ordre du jour ces nouvelles menaces qui sont de plus en plus présentes sur le net. Et je pense que ça doit permettre aussi de rappeler à chacun comment éviter de se retrouver victime de ces pratiques-là, avec des conseils très pratiques. Je pense qu'on a vu que, par exemple, faire une sauvegarde de ces données, c'était essentiel, avoir toujours une sauvegarde sur un support physique. Et débrancher l'ordinateur et débrancher le disque dur juste après et le ranger quelque part, parce que sinon il peut être déjà très compliqué. Non, on le branche, on sauvegarde, on le range. J'ai des conseils plus faciles. Oui, ça prend 5 minutes. On va commencer par les conseils faciles. Accepter toutes les mises à jour. Souvent, on n'a pas le réflexe encore. On passe à côté aussi. C'est quoi ce pop-up qui arrive? Ça m'embête. Je skip. Non, absolument. Parce qu'ici, c'est vraiment justement une faille qui a été, qui a permis à ce virus de faire tous ces soucis. Donc, toutes les mises à jour, l'antivirus ne suffit pas. Évidemment, avoir un antivirus, le mettre à jour, sont des conseils très pratiques. J'y reviendrai tout à l'heure, mais on a élaboré en partenariat avec plusieurs partenaires un site pour permettre justement à tout le monde d'apprendre quels sont les bons réflexes à avoir quand on est en ligne, comment protéger ses données, et c'est vraiment les nouveaux défis, je pense, des années à venir. Alors on dit que c'est les nouvelles menaces, Emmanuel Deboc, on dit que c'est... Certains ont dit que c'était même plus grave que le terrorisme, ces cyberattaques. Ça devenait la menace numéro 1 pour les policiers. Mais il y a quelque chose de vraiment inquiétant, c'est vrai. Moi, je suis inquiet en tant que citoyen, mais aussi en tant que décideur politique, quelque part, parce qu'on n'est pas armé. Il faut être honnête, on n'est pas armé à faire face à de telles menaces. Et puis on les sous-estime parce que par exemple moi j'ai pas été a priori infecté, mais je n'en sais rien, peut-être que ce fameux virus va se révéler dans quelques jours et ça pose un débat de fond notamment sur tout ce qui est aujourd'hui numérisé, sur les données privées que l'on met en ligne par rapport à nos données médicales. On parlait de prescription électronique aujourd'hui, on est à une ère où on digitalise tout. Ça pose vraiment beaucoup de questions en termes de sécurité, aussi de vie privée. Et donc moi, c'est ce volet-là qui m'interpelle beaucoup et je crois que le législateur doit prendre ses responsabilités et mettre les moyens qu'il faut, à la fois sur la protection de la sécurité informatique et du pays et des données personnelles, mais aussi assurer à tout un chacun cette relation de confiance, parce qu'aujourd'hui, vous rentrez votre impôt par Internet, mais qui ne nous dit pas que demain, notre fiche fiscale sera publiée sur Internet alors pour les politiques, c'est pas grave, on l'assume avec plaisir, mais par contre, je veux dire, les citoyens doivent avoir encore un droit à la vie privée, et je crois que c'est essentiel. Alors Boris Iliès, dans la commune, chez vous à Uccle, comment on a fait? Parce qu'à Saint-Gilles, ils ont décidé dans le courant de la semaine qu'à partir de 2018, tout se ferait numériquement, plus de papier, fini. Est-ce qu'on peut faire confiance au numérique? Parce qu'il y a quand même des craintes. Hein. Mais je crois qu'on n'a plus trop le choix. On doit faire confiance au numérique, mais évidemment, on doit pouvoir mettre des balises. Mais je crois que tout ça, c'est aussi un petit peu, qu'on le veuille ou non, le revers de la médaille. Dans la mesure où on ne pouvait pas imaginer, je dirais, avoir de telles avancées technologiques sur le fait de, par exemple, je vais prendre l'avantage de pouvoir être géolocalisé par rapport à toutes les applications et services qu'on utilise via son smartphone. Et en même temps, on souhaiterait pouvoir avoir une sécurité maximale. Moi, je vous avouerai, je ne suis pas technicien de la chose, mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Je crois que, et Emmanuel Deboc a raison de parler effectivement de la sécurité de la vie privée, bien entendu, mais je pense qu'on ne pourra pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Autant, je suis évidemment convaincu que le législateur doit faire tout ce qu'il peut faire pour protéger les citoyens de ce type de fléau. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas rêver. Je crois que dans la mesure où il y a aujourd'hui les applications, les réseaux sociaux, la géolocalisation, on a, à mon avis, on n'aura jamais de certitude, si vous voulez, en la matière, dans la mesure où on devra accepter aussi
cette part qui fait que la sécurité totale à ce niveau-là n'existera. Donc, je ne crains jamais. Soi-même. Oui. Salma Awash. En parlant de se protéger, j'entends parler de législatif et j'entends parler du fait qu'on doit accepter ça. Et effectivement, les attaques ont toujours été le reflet de nos sociétés. On a vu du grand banditisme. Aujourd'hui, le grand banditisme se trouve sur Internet. Je trouve qu'on manque, ce dont je n'entends pas parler, ce sont les mesures pour expliquer aux gens en fait ce qu'ils encourent vraiment. Parce que la plupart des conditions générales, de tous les petits machins caractères, de tout ce qu'on publie sur Internet, les trucs en 5,5 Arial là qu'on regarde même pas, on appuie sur OK sans. Quelle langue vous parlez vous? Mais Arial, la police qu'on regarde pas. Enfin voilà. On parle de police. On parle de police d'écriture. On parle de conditions générales qui ne sont absolument pas lisibles et absolument pas compréhensibles avec des 18 pages que personne ne lit. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là pour expliquer aux gens, voilà, vous allez sur Internet, vous mettez les photos de vos enfants, vous mettez votre date de naissance, vous mettez plein de choses comme ça que vous mettez à disposition de tout le monde, mais vous ne savez pas à quoi vous avez vraiment affaire en fait. Et ça, j'entends pas parler. Emmanuel Debout. Mais on est vraiment, et je crois que les interventions des uns et des autres ici le montrent, on est à un carrefour de civilisation et Big Brother n'est pas loin. Et on le disait, est-ce qu'on préfère, moi je me pose souvent la question, si c'était à refaire, ou si on nous donnait le choix concrètement de revenir à ce haut taux de respect de la vie privée, est-ce qu'on serait prêt, si je puis dire, à abandonner toutes les facilités que nous offrent aujourd'hui les nouvelles technologies? En clair, ne fût-ce que le GSM, la géolocalisation, tous les avantages que l'on a sans les inconvénients. C'est une vraie question de fond. Et je ne suis pas sûr que tout le monde renoncerait. Et donc, beaucoup de gens sont prêts aujourd'hui à des sacrifices. Et c'est là que ça devient inquiétant. Parce que finalement, on est prêt à des sacrifices touchant à la vie privée. Et ils ne se rendent pas toujours compte. C'est pour ça qu'il faut les prévenir. J'ai une question. Comment allez-vous protéger la démocratie? On a vu les attaques cybernétiques aux États-Unis, on en a vu une en France. Ça va continuer? Un bête exemple, nous avons par exemple au niveau législatif, puisqu'on avait le fameux vote électronique qui a montré aussi ses limites en termes d'application et en termes peut-être aussi de contrôle des données, on l'a doublé maintenant d'un vote papier. On sera la seule région à pouvoir dire on va doubler le principe du vote démocratique par une vérification manuelle. Donc on revient en arrière. Non, c'est-à-dire qu'on utilise les deux. On utilise la facilité, mais en même temps on se couvre par rapport au contrôle démocratique. Mais c'est peut-être ça, voilà, c'est un exemple précis ici, c'est pas le seul, mais on doit pouvoir agir dans le cas d'un leak, comme les leaks qui ont été révélés sur Emmanuel Macron juste l'avant-veille du scrutin, dans lesquels il n'y avait d'ailleurs rien à révéler, ou ceux d'Hillary Clinton. C'est à ce niveau-là que la démocratie est réellement menacée, à mon avis, beaucoup plus que par le vote papier ou électronique. Est-ce que l'appareil législatif suffit aujourd'hui, il doit évidemment évoluer, il doit s'adapter. La réalité, c'est que je pense que l'appareil législatif, comme tout le monde, il s'est fait déborder, hein, on ne va pas se mentir. Les technologies, elles avancent beaucoup plus vite que le législateur. Mais en même temps, le citoyen, moi je le vois comme échevin de l'état civil à Uccle, il veut pouvoir disposer de toutes les données, de tous ces documents nécessaires en 3 clics de chez lui. Mais à nouveau, je crois que là, évidemment, il faut mettre un maximum de sécurité, mais il ne faut pas rêver. Je veux dire, la sécurité à 100% en la matière n'existera pas dès lors qu'on veut en même temps un maximum de progrès sur la délivrance de documents administratifs. Je sens que dans cette émission, on va beaucoup parler de choses qui, d'un côté, sont blanches, de l'autre côté, sont noires, et en même temps, on va en reparler. D'abord, les têtes d'affiche, c'est notre rubrique de milieu d'émission. Je vais vous proposer 4 visages à chacun, 4 visages de personnalités qui ont fait la semaine. À vous d'en choisir un visage qui vous inspire, en bien ou en mal. On va commencer par vous, Boris Diliès. Alors, que choisissez-vous? Il y a d'abord Didier Renders, cité avec insistance pour le Majorade d'Uccle et le Kazakh Gate. Jacques Borlée, qui entraîne les aveugles pour les 20 km du week-end prochain. Il y a aussi Maggie De Bloch, la ministre de la Santé, cible des plannings familiaux et des étudiants en médecine, et René Magritte, honoré cette année 2017. Qui choisissez-vous? Didier Renders, Jacques Borlée, Maggie De Bloch et également René Magritte. Je n'ai pas mis Marc Coles. Alors je vais choisir, je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion, mais je vais choisir Jacques Borlée. Ah, bah, tu m'as pris mon choix. Non, vous en aurez 4 autres, vous. Tu vois, je vais choisir Jacques Borlée parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est un des formidables ambassadeurs du sport belge et bien au-delà de nos frontières. On connaît effectivement le talent de la famille Borlée. Il se trouve que j'ai eu le plaisir on se connaît pas, on n'est pas proche, mais de côtoyer la famille Borlée parce que
La fille de Jacques Borlée s'est mariée à Uccle il n'y a pas longtemps, donc j'ai eu la chance de célébrer son mariage. Et je trouve que ce sont à la fois des gens qui ont beaucoup de talent, beaucoup d'humilité, et qui portent haut les couleurs du pays. Et qui ont choisi la bonne commune. Emmanuel Debock, pour vous, alors je vous propose d'abord Françoise Nyssen, l'éditrice ministre de la Française de la Culture, qui a fait toutes ses études à Bruxelles, Nicolas Hulot, l'écolo qui a sauté le pas en rentrant au gouvernement Philippe, Siegfried Brack, bousculé dans tous les projets de nouvelle gouvernance, et enfin Blanche, l'étudiante bruxelloise qui a terminé 4e du concours Eurovision et qui va à l'école à Uccle. Ah mais je prendrais bien... Madame Nyssen. Françoise Nyssen, oui. Nicolas Hulot. Mais Blanche c'était bien aussi, en fait, parce qu'en réalité... Vous avez choisi Françoise Nyssen. Alors, Françoise Nyssen, trop tard. Voilà, je trouve que... Mais non, mais ça rejoint finalement l'excellence belge, parce que finalement, on est un pays où on n'est jamais content de nous-mêmes. On a ce petit côté critique permanent, et on joue de ça aussi, nous, politiques. Donc, je fais ici mon autocritique. Parfois, on rentre dans cette critique collective. Et là, pour le coup, voir des Belges qui réussissent en France, c'est quand même, voilà, petit cocorico, si je puis dire. Ça fait plaisir. Et puis, ça montre aussi l'excellence de nos écoles, et ça donne aussi des valeurs et des personnes exemplaires, peut-être qui peuvent servir aussi à notre jeunesse, des repères. Je crois que c'est important aussi de fonctionner par repères, et dans la formation du gouvernement Macron, c'est intéressant de voir qu'on redonne du sens aussi à l'exemplarité. C'est pour ça que moi j'aime bien cette nomination. On verra si ça tiendra à la longueur, mais... Et on verra ce qu'elle fera comme ministre aussi. Ça, c'est encore autre chose. Alors, un sujet qui a suscité beaucoup de réactions pendant la semaine, on en a déjà un petit peu parlé en parlant de Maggie Debloc, c'est l'interdiction de prescription par les centres de planning familial de la pilule du lendemain. Alors, une réaction indignée, celle de Rachid Madran, c'était dans l'interview. Historiquement, c'est un acquis, quoi. C'est quelque chose de progressiste, les plannings familiaux. Et je trouve que remettre en question ça, d'abord, je ne vois pas le sens, et je ne comprends pas pourquoi on réserve exclusivement la prescription à des médecins et à des pharmaciens. Je pense qu'on doit continuer à laisser les plannings délivrer les pilules, particulièrement aux jeunes, quand on voit encore aujourd'hui, encore malheureusement des avortements chez certaines jeunes filles. Il faut à la fois continuer la prévention, il faut pouvoir garantir aux jeunes filles un accès facile, anonyme dans les plannings, quoi. Moi, je ne comprends pas quel est le sens de cette initiative. Marcel Sel. Alors, c'est une histoire qui est relativement complexe, parce qu'en réalité, la pilule du lendemain, on n'a jamais réellement pu la donner dans les plannings familiaux. Il y a une loi de 1964 qui impose effectivement de passer par un médecin. Ça, c'était encore à l'époque... Donc il y a une tolérance, c'est ça que je voulais dire. Voilà, il y avait une tolérance. Et en fait, la Wallonie a voulu subsidier à un moment donné ces pilules, parce que auparavant, les médecins on recevait quelques échantillons des sociétés pharmaceutiques, et c'est celles-là qu'on donnait aux jeunes filles qui se présentaient et qui disaient, voilà, j'ai une relation non protégée, je crains... voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la Wallonie a voulu légiférer pour pouvoir subsidier, et d'ailleurs, c'est mis à subsidier avant de légiférer, mais le problème, c'est que c'était fédéral. Donc, on a dû demander... on a dû faire une proposition de loi pour qu'au niveau fédéral, ce soit des gens qui n'étaient pas des médecins ou des pharmaciens puissent donner cette pilule qui, au niveau médical, ne pose pas de problème. Et Maggie Debloc est devant une situation où, en Flandre, on n'a pas le concept de planning familial comme on l'a côté francophone. Et a donc dit, oui, mais non, mais ça, c'est un truc pour les francophones, ça ne nous intéresse pas, on ne va pas autoriser des plannings familiaux à donner cette pilule, puisque de toute façon, en Flandre, ça se passe autrement. Or, il faut savoir qu'en Flandre, ils sont demandeurs de plus de liberté, parce que cette pilule du lendemain, elle est difficile à demander pour une femme. C'est difficile d'aller chez un pharmacien qui, en plus, n'est pas formé à donner les explications qu'il y a autour, et puis il peut y avoir des tas d'autres clients dans la pièce. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit rester au planning familial et qui doit rester libre et qu'on doit pouvoir distribuer le plus facilement possible. Et donc, la décision de Maggie Debloc est totalement incompréhensible. Parole peut-être à la défense, Boris Liliès. Je ne sais pas si vous allez défendre, d'ailleurs. Non, alors, je crois que, en effet, c'est pas simple, comme l'a dit Marcel Sel, mais je pense qu'il faut aussi essayer de sortir d'un peu de l'intox. Ici, il n'est pas question de se dire que voilà, on souhaiterait limiter l'accès à la pilule du lendemain. Ce n'est pas ça. Il y a aussi quelque chose. Il y a aussi, premier élément, et vous l'avez dit Marcel Sel, c'est qu'en réalité, il y avait un flou juridique, voire plutôt une illégalité. Donc,
il y a aussi le fait, je ne trouve pas anormal, effectivement, en l'occurrence, qu'une ministre, Mme de Blocq, dise, attendez, il y a une loi qu'il faut respecter. Donc ça, je pense que... on peut pas de la changer. Voilà. Alors, autre élément, mais qui est quand même important, aussi, vous avez parlé de la Flandre, mais ce qui est compliqué dans ce débat, c'est qu'en réalité, il y a, je crois, plus d'une centaine de plannings familiaux, je pense, en communauté française. Il n'y en a quasi pas en Flandre. Mais c'est un autre... Donc, oui, mais ils sont demandeurs. Oui, mais voilà, ils nous disent... Oui, mais les gens, justement, qui s'en occupent, nous disent on est demandeurs d'une solution comme la vôtre. La réponse de Boris Didier, savoir si lui trouve que les plannings familiaux de Bruxelles doivent donner cette pilule ou pas. C'est ça, finalement, la question. Je vais vous dire, je pense que la pilule du lendemain, c'est pas une aspirine. Hein, et je trouve pas anormal qu'il y ait un suivi médical par rapport à la délivrance d'une pilule du lendemain. Je ne trouve pas ça choquant. Que du contraire. Parce que... Et je termine là-dessus, hein, mais j'en ai parlé... Non, mais justement, mais je pense, on est bien d'accord, c'est pour ça, à mon avis, qu'il faut avancer là-dessus, mais que déjà, il était normal, effectivement, qu'on y voit clair par rapport à ce qui était illégal, premièrement. 2, qu'on tienne compte effectivement du fait que la pilule du lendemain, ça n'est pas une aspirine, il est normal qu'elle soit délivrée par quelqu'un qui ait quand même un minimum de connaissances médicales. Moi, j'en parlais tout à l'heure avec mon collègue député Abdelkan Faoui, qui est médecin, et il me disait, mais tu sais, la pilule du lendemain, c'est rempli d'effets secondaires, et ça ne peut pas se délivrer, effectivement, comme si c'était à nouveau une aspirine. Aujourd'hui, il n'y a pas de oui, mais je ne trouve pas anormal qu'on évolue là-dessus. Emmanuel Debock. Mais... c'est un vrai problème, et je dirais que la pilule est assez difficile à avaler pour toutes les jeunes femmes, mais pour aussi les jeunes couples. C'est pas que les jeunes femmes, parce que fondamentalement dans le début d'une vie sexuelle, et surtout quand on est jeune à l'université, où on n'a pas forcément envie d'aller prévenir le médecin de famille d'une grossesse parfois non désirée, ou parfois tout simplement qui avait été qui arrive alors que par exemple la pilule classique a été prise. Ça peut très bien vous arriver d'avoir une grossesse non désirée alors que vous avez pris des moyens de contraception. Ce n'est pas toujours le fait volontaire ou peut-être le fait involontaire, mais inconscient qui a provoqué une grossesse non désirée. Et donc, c'est vrai que passer d'un système où c'était de la tolérance et où les plannings familiaux remplissaient ce rôle vraiment et le remplissaient bien, à un tel point que la Flandre était presque jaloux du modèle, c'est quand même assez désolant. Et il ne faut pas se cacher, la mesure elle est avant tout budgétaire. Donc c'est une manière de faire des économies, quelques millions d'euros par an. Alors moi je peux comprendre qu'on mette dans ce dossier-là de la responsabilisation. Effectivement, il faut pouvoir de nouveau informer de ce que c'est que prendre la pilule du lendemain, des conséquences que cela peut... Il faut passer par un médecin ou pas? Mais je pense que les plannings familiaux avertissait suffisamment et jouait ce rôle. Ouais, donc moi, pour avoir été dans des plannings familiaux pour cette raison-là ou pour d'autres, je sais que les gens étaient formés à cela. Non, mais je vous explique que ce que j'ai vu, c'est justement du personnel qui est vraiment formé à ce genre de conseils et qui clairement représente une alternative par rapport aux médecins de famille ou par rapport simplement aux parents. Et c'est une responsabilisation aussi d'aller pour des jeunes de 18-19 ans dans les plannings familiaux et de se prendre en main au niveau de leur santé. Julie Frère, c'est un retour en arrière. Pour moi, contrairement à ce que M. Dilliez et ce que Marcel Sen ont dit, pour moi, c'est pas très compliqué. C'est très simple. Je trouve que non, c'est même pas une situation compliquée parce que on commence à faire des parallèles. Il y a une loi. Bon. L'avortement, c'est la même chose. Il y a des médecins très courageux qui ont pratiqué des avortements quand c'était encore illégal. Ici, on parle de quelque chose. Pour moi, je me demande même de quoi, comment c'est possible qu'on puisse discuter de ça aujourd'hui. Simplement, il y a des centres de planning familial qui, justement, procurent un encadrement, qui délivrent une information, qui accompagnent des jeunes filles, des femmes qui ont besoin de cette information. C'est un médicament, quand même. Mais évidemment que c'est un médicament, mais il n'a jamais été question de remettre en question cela. C'est un médicament qui est aujourd'hui libre, qui est donné sans prescription. Quand on va chez son pharmacien, on fait la file, on nous donne notre pilule, on nous dit rien. Quand on va dans un planning familial, il y a toute une structure qui permet quand même d'encadrer. Mais oui, je comprends même pas comment ceci peut ne pas avoir été mis en place ou ne pas être passé. Rapidement, Salma Awash puis Michel Gueux. Ce que je me demande d'abord, c'est est-ce qu'il y a on peut mesurer quelque part si on défavorise l'accès à cette pilule et si on ne risque pas d'avoir plus d'avortements, qui coûtent beaucoup plus cher. Voilà, ensuite, il y a aussi cette démarche d'information et de sensibilisation, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, la pilule du lendemain, ce n'est pas une aspirine, la pilule non plus, ce n'est pas une aspirine. Ce sont des choses qui sont extrêmement dosées en hormones et sur lesquelles on n'informe pas assez les jeunes filles et même les femmes à un moment donné. Et donc, ce qui se passe, c'est que peut-être que même la contraception n'est pas assez efficace et c'est pour ça qu'on en arrive là. Et peut-être même que cette pilule du lendemain n'est pas si efficace que ça
parce qu'on ne le dit pas assez, mais Après elle ne 2 sauve jours, pas elle toutes l'est les beaucoup situations. moins. Après 2 jours, elle n'est plus assez efficace. Donc on se retrouve de nouveau avec des avortements à prendre en charge lourdement au niveau psychologique et médical. Donc de toute façon, le débat, il n'est pas là du tout. Michel Gueux. Madame de Bloch essaye, et on peut lui en savoir gré, de ramener les choses vers les médecins et d'éviter toutes ces médecines parallèles, les charlatans, etc., auxquels beaucoup de monde a affaire. Mais comme elle a aussi une logique ultra-budgétaire, elle attaque systématiquement les endroits où elle peut faire des économies et elle laisse les autres charlatans continuer. Donc elle attaque les psychothérapeutes, elle attaque les psychanalystes, elle attaque maintenant les plannings familiaux. Et pendant ce temps, elle laisse dans les magasins bio des gens vendre des magasins. Elle se trompe de cible. Elle se trompe de cible. Et si je peux me permettre l'expression, elle jette le bébé avec l'eau du bain. Boris Je ne pense pas Dilliez. que Madame de Bloch souhaite attaquer. Je crois que il faut certainement, en tout cas politiquement, on aurait tort de se dire voilà, cette ancienne qui consiste à dire effectivement que le gouvernement fédéral manque d'humanité, n'est là que pour faire des économies et ne souhaite effectivement que penser à l'argent, même si je rappelle quand même que c'est l'argent des citoyens et qui sont faits là aussi pour assurer une politique sociale notamment. Donc je crois qu'il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans l'amalgame qui consisterait à dire Madame de Bloch, elle ne pense effectivement qu'à l'argent dans ce cas-là. En l'occurrence, je ne pense pas... Oui, mais... Vous avez raison de le rappeler, mais je ne pense pas que Mme de Bloch ait une vision qui soit complètement tronquée des aspects qui relèvent de la médecine. Donc moi j'aurais tendance effectivement à ce niveau-là quand même à lui faire confiance. Et encore une fois, je rappelle qu'il n'est pas question ici de pousser notamment toute une série de jeunes filles vers l'avortement en mettant au banc la pilule le lendemain. Donc je crois qu'il ne faut pas tout mélanger de ce côté-là. Très rapidement. Oui, très rapidement. Un, c'est une mesure budgétaire. Je l'ai dit, je ne m'en cache pas, je le maintiens. 2, c'est une mesure communautaire. Si les centres de planning familiaux avaient été au nord et pas au sud, je suis certain, et qu'on me montre le contraire sur une autre mesure, où Magali de Bloch a annulé ce genre de subsides ou de remboursement au nord, alors qu'ici, vraiment, on supprime quelque chose qui fonctionne. 2, les jeunes filles, les jeunes couples, parce que je dis les jeunes couples, parce qu'ils sont confrontés parfois aussi en couple, vont pouvoir aller tout simplement se servir sur Internet. Aujourd'hui, il y a moyen de se procurer par Internet ce genre de pilules. Donc, attention, on est en train de faire, comme vous le disiez, peut-être pire que bien. Et puis en plus, effectivement, le coût social, il est à très court terme, mais en fait, il sera x10 dans 1 an ou dans 2 ans. Tout autre sujet, alors pas communautaire du tout, mai et juin, c'est le moment des fêtes des mères, fête des pères. Cette année, la fête des mères, c'était sa fête. Notamment à l'école Singelen, ça vaut Saint-Lambert, c'est pas passé inaperçu. Reportage de Sabine Ringebleim et Béatrice Broutou. Dominique Pacaud n'en revient toujours pas. Que sa décision déplaise à certains, il s'y attendait, mais pas un tel déferlement de haine. J'en ai avoir reçu une cinquantaine, une soixantaine, qui sont, je vous dis, les plus violents les uns que les autres, honteux, Hitler, enfin voilà, démissionner, rentrer, aller en Irak, voilà. À l'origine de ces insultes, émanant pour l'essentiel d'individus étrangers à l'établissement, le choix de l'école Singelen de ne plus faire réaliser en classe de cadeaux de fête des mères et des pères. Une décision mûrie depuis plusieurs années avec les équipes pédagogiques, confrontées de plus en plus à la diversité des situations familiales. De plus en plus, on a des familles monoparentales, des familles où les enfants ont perdu un papa ou une maman, des familles homosexuelles, ça, on en a pas mal dans l'école. Et nous trouvions difficile, et on a eu des situations extrêmement délicates pour certains enfants dans l'école, lorsque arrivait la préparation de la fête des mères et de la fête des pères. Le directeur reconnaît toutefois avoir communiqué un peu tard et comprend aussi que sa décision suscite le débat, comme en classe où le sujet a été largement discuté avec les élèves. On a donc aussi discuté du fait de faire un cadeau, de préparer peut-être dans sa chambre un petit mot ou quelque chose à offrir à papa et maman. Donc on n'est pas en train de dire aux enfants qu'ils ne doivent pas fêter la fête des parents. Il y a des gens qui n'ont plus de parents et ce serait un peu triste pour eux. Et parce que souvent on a aussi beaucoup de travail. Mais c'est surtout parce qu'il y a des gens qui n'ont plus de parents. Il y en a beaucoup qui ont encore un père et une mère et donc c'est dommage, je trouve. Mais alors, ce qu'on aurait pu faire, moi j'avais une proposition, c'était peut-être, à la place de faire un cadeau pour la fête des mères ou la fête des pères, autant faire un cadeau pour une fête, mais pour ceux qu'on aime. Une suggestion qui pourrait bien alimenter la réflexion à venir sur le sujet. En attendant, les élèves ne manquent pas d'activités manuelles et artistiques. En ce moment, ils s'attellent à la préparation de la fête de l'école.
Sujet, Michel Goethe s'est invité dans l'actualité de manière totalement extraordinaire. Personne ne s'y attendait et c'est devenu le sujet de ces 10 derniers jours. Alors, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est que, à mon sens, la fête des mères et la fête des pères, ce sont des fêtes familiales. Et ça doit se préparer en famille. S'il y a quelqu'un qui doit amener les enfants à préparer un cadeau pour leur mère, c'est leur père. C'est pas l'école. L'école, elle est là pour enseigner, elle est là pour s'occuper des choses, pour amener les enfants dans l'espace public. La maison, c'est la maison. L'école, c'est l'école. Donc, je trouve que cette initiative est très bonne et que le directeur a d'excellentes raisons, effectivement, de dire que tous les enfants ne sont pas dans la même situation et qu'avoir une mesure unique pour tous, c'est mauvais. C'est au père de s'occuper de ça. Marcel Sage. La deuxième chose, c'est la réaction incroyable que ça a suscité, qui est réaction négative. Négative, qui je trouve est un bon signe de l'état de crispation de notre société sur la question de l'islam, puisque tout à coup l'islam a débarqué dans les commentaires, qui n'avaient rien à voir, mais comme il avait dit les cultures, les différentes cultures des gens, on a dit, ah, il n'ose pas le dire, mais en fait, il le fait par complaisance à l'égard de l'islam, et c'est tout de suite, il n'y avait pas une école de terrorisme. Et ça prouve qu'il y a une crispation incroyable dans la société là-dessus, et que cette espèce de crispation sur nos valeurs occidentales, nos valeurs chrétiennes, nos mamans, c'est presque pathologique. Nos papas. Alors que justement, on est en plein dans nos valeurs occidentales, entre guillemets, nos valeurs chrétiennes, etc. Parce que c'est l'évolution de la société qui fait qu'il y a de plus en plus de couples monoparentaux, qu'il y a des couples homoparentaux, et donc dans ces cas-là, et puis qu'il y a effectivement, bon, c'est pas nouveau qu'il y ait des orphelins, mais avant on s'en fichait un petit peu. Ils étaient à l'orphelinat. Oui, oui, peut-être, oui. Mais je veux dire, orphelin de père ou de mère. Hein. Mais donc on ne s'y intéressait pas. Maintenant, on s'intéresse peut-être plus à l'émotion des enfants, etc. Et puis il y a une autre chose que je voulais dire qui était un petit peu à part, c'est que ça serait finalement, si on avait pu avoir ça plus tôt, en tant que parent, j'aurais moins eu des problèmes de cœur au moment de jeter le collier de nouilles qu'on a reçu 3 ans avant et tous les trucs qui sont dans la cuisine que même les enfants ne peuvent plus voir eux-mêmes en disant oh, qu'est-ce que j'ai fait quand j'avais cet âge-là. Boris Iliès, vous aimez ces cadeaux de fête? Moi, effectivement, je pense qu'il y a à s'inquiéter par rapport à l'artisan du collier de nouilles et du confectionneur de cendriers en coquillage, mais plus sérieusement, je ne trouve pas anormal que dans les directions d'école qu'on laisse une autonomie par rapport à cela, parce que qui mieux que le directeur d'une école peut finalement cerner aussi ce type de sensibilité, même si ça va être compliqué, parce que je peux imaginer que dans chaque école, il peut y avoir des petits garçons, des petites filles qui n'ont plus leur maman, donc je crois que c'est assez compliqué. Je ne suis pas du tout choqué, effectivement, qu'un directeur d'école prenne ce type d'initiative, parce que je crois que, justement, il l'a fait en son âme et conscience, en connaissance. Je trouve hallucinant, même si malheureusement pas surprenant, qu'il fasse comme ça l'objet d'une ribambelle d'insultes. Et en plus, on mélange tout. Autant, moi, j'avoue, personnellement, ça m'horripile d'entendre qu'on ne peut plus parler de fête de Pâques, mais de fête de printemps et autres. Autant dans ce cadre-là, je trouve pas malsain qu'un directeur d'école puisse estimer ce genre de choses. Et comme vous l'avez très bien dit, je crois qu'on est là finalement plus dans la sphère privée de pouvoir fêter sa mère ou fêter son père. Emmanuel Debock. Mais de nouveau, on est en fait finalement, c'est très exemplatif de la société dans laquelle on est. On est entre volonté de réforme et en même temps dans un conservatisme par rapport à des traditions que je ne renie pas. Moi, je trouve ça formidable d'avoir une fête des pères, une fête des mères, mais en même temps, le buzz négatif qu'il y a eu par rapport à cette initiative, qui par ailleurs avait été concertée avec les parents et les enseignants, et qui voulait transformer cette fête en quelque chose de beaucoup plus inclusif, parce que notamment certains enfants ne seraient pas avec leur mère ce jour-là, ou parce que parfois ils ont été éduqués par la grand-mère ou par le grand-père, pour des tas de raisons que l'on imagine bien aujourd'hui dans notre société qui effectivement qui n'a plus un seul modèle parental, mais plusieurs. C'est peut-être dommage d'avoir loupé l'occasion d'avoir un vrai débat de fond sur ce qu'on peut faire et quel est le rôle de l'école dans l'apprentissage avec les parents. Alors, autre débat de fond, celui sur les voitures, et notamment cette journée sans voiture supplémentaire proposée par les écolos le 22 mars. Réaction courroucée de Julie de Groot, c'était dans l'interview. C'est une très fausse bonne idée, parce que qu'est-ce qu'ils proposent? Vendredi 22 septembre, et ils proposent que ce soit donc en semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quand même, justement, je viens de dire qu'on a un tout petit territoire. Tout petit territoire, ça veut dire que, comme on le sait, il y a 200 à 250 000 voitures qui rentrent dans Bruxelles en semaine.
pour travailler, les commerces, etc. Donc là, vous allez créer un certain chaos. Ah, mais ça tombe bien parce qu'on a justement un vendredi, ça permettra à tout le monde de tout simplement prendre congé plutôt que de prendre les transports en commun, comme moi, puisque je dis que je ne suis pas automobiliste, de prendre un jour de congé de plus. Du coup, on rate sa cible qui est justement de sensibiliser, et pas seulement de sensibiliser les Bruxellois, mais aussi de sensibiliser les nafteurs. Ici, c'est vraiment totalement, on croit qu'on on se fait plaisir et on va dire quelque chose d'un peu écolo dans le sens large du terme, mais on rate tout à fait la cible. Alors, Salma Awash, pour ou contre cette journée supplémentaire sans voiture? Dans l'absolu, pour, parce que c'est une démarche, je me suis toujours dit, tiens, cette journée sans voiture dimanche, les gens restent chez eux, ils bougent pas, ils font du vélo, on fait la fête, c'est super bien. Donc c'est plus la journée sans voiture, c'est la journée bruxelloise des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc c'est sympa de faire du roller dans les tunnels, etc. Ok. Mais en même temps, est-ce que ça change vraiment les habitudes? On est dans le en même temps. C'est-à-dire que l'idée, c'est de changer les habitudes par rapport à la mobilité à Bruxelles, qui est beaucoup trop encombrée de voitures, qui n'a pas assez de solutions pour la mobilité. Mais ce qui m'agace un petit peu, c'est de dire oui, on fait une journée sans voiture et puis c'est tout. Oui, on va faire un petit peu d'information. Mais comme on en a parlé, les nafteurs, ils fait comment? Il n'y a pas de parking à l'entrée de la ville où on peut déposer sa voiture. Il n'y a pas forcément d'infrastructures qui sont faites pour qu'on puisse prendre sa voiture une partie du chemin et puis ensuite prendre les transports en commun. Mais donc ils prendront congé sans doute. Mais c'est ça en fait. Belle journée donc, de congé. Dans l'idée, c'est intéressant parce qu'il faut le faire en semaine. Je trouve que les gens doivent avoir de nouvelles habitudes de mobilité. Et donc se poser les bonnes questions, est-ce que je dois vraiment prendre ma voiture aujourd'hui ou pas? Parce que parfois c'est pas nécessaire, c'est intéressant. Donc j'ai compris, vous êtes pour les jeudis 21 septembre. Je suis pour une démarche un peu plus construite. Boris Iliès, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est un très très bon débat. Et d'ailleurs, on a commencé à avoir ce débat en commission infrastructure que j'ai le plaisir de présider lundi dernier. Donc c'est une proposition effectivement amenée par Écolo. Moi je vais être très honnête avec vous. Au début, lorsque j'ai vu la proposition, j'ai juste vu le titre. Écolo, deuxième journée sans voiture. Dans un premier temps, je me suis dit, ah non, un deuxième dimanche sans voiture, je dis, ça coûte très cher et je trouve que l'utilité d'un deuxième me semblait pas forcément une grande idée. Et puis j'ai lu dans le détail la proposition d'Écolo et je l'ai trouvée ouverte. Je l'ai trouvée ouverte, c'est-à-dire que dans un premier temps, effectivement, je me suis dit, c'est plutôt une proposition écolo caricaturale, mais moi, ça m'amène à confirmer qu'à nouveau, en matière de mobilité, il faut sortir des dogmes. Ma famille politique, par exemple, lorsque la première journée sans voiture a vu le jour, donc le dimanche, fin des années 90, était très majoritairement contre. Aujourd'hui, je crois qu'il y a personne de sensé qui va dire que c'est une mauvaise idée. Et donc, je crois que aussi bien écolo, les familles comme écolo ou comme la mienne doivent pouvoir faire un pas vers l'autre, justement pour sortir la mobilité du dogmatisme. Parce que je crois que ça peut avoir un intérêt, mais pour autant, ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. On sait qu'une journée sans voiture, et évidemment un jour de semaine, ça doit pouvoir s'organiser. Donc il faut d'abord, la première question à se poser, c'est est-ce que la STIP, elle est en capacité, si vous voulez, de recevoir à ce moment-là un flux beaucoup plus important de voyageurs en transport en commun. Premier élément, c'est essentiel, parce que sinon, effectivement, ça va être le chaos. Autre chose, les communes, par définition, seront mises à contribution, et donc moi je crois que c'est intelligent à ce moment-là aussi qu'on puisse en débattre au niveau de la conférence des bourgmestres, que la conférence des bourgmestres, qui là aussi a parfois des avis qui sortent des dogmes, puisse aussi avoir un avis là-dessus. Je crois que c'est important. Mais d'abord, voir au niveau infrastructure et technique ce qui est possible de faire. Donc vous êtes plutôt d'accord. Moi, je suis pour qu'on ouvre le débat. Et c'est ce qu'on a décidé de faire en commission infrastructure. C'est qu'il n'y ait pas un oui ou un non. C'est qu'on a un groupe de travail qui va être constitué avec l'ensemble des partis représentés. Et on va essayer de voir l'ensemble des faisabilités, mais aussi l'ensemble des contraintes. On ne va pas demander à un chauffagiste, effectivement, d'aller travailler en tram, par exemple. Mais à côté de cela, je vois des tas de coins à Bruxelles, en ce compris à Uccle, où finalement toute une série de personnes prennent par habitude leur voiture, mais ne savent pas qu'en réalité, ils ont à proximité des transports en commun qui, dans certains cas, sont efficaces et qui vont les amener dans un délai beaucoup plus court, de manière beaucoup plus relaxe, à leur lieu de travail. Donc, moi, je pense que là-dessus, il faut travailler, il faut rester ouvert, mais il faut examiner éventuellement aussi les contraintes et comment on le fait. Oui. Emmanuel Debock, sur la même longueur d'onde. Oui, avec quelques nuances. Je crois que la coercition n'amène jamais rien de bon, et donc il faut construire effectivement le rassemblement autour d'idées pareilles. Et donc il ne faut pas être un îlot en soi, il faut le penser globalement, et surtout offrir des moyens alternatifs de transport. Ça devrait être plutôt une journée des moyens
alternatif de mode de transport. Parce que si c'est pour faire 364 autres jours la même chose que la veille, ça n'a aucun sens. Donc, effectivement, découvrir des nouveaux moyens de transport, encourager les moyens de transport existants à augmenter les cadences, par exemple. C'est vrai, par exemple, le train, la SNCB a un rôle énorme dans la réussite d'un modèle alternatif, mais pour ça, il faut effectivement poser la question des moyens et la question des fréquences. Et donc, ça, si on n'offre pas cela, alors ça sera vraiment un échec. Parce que vous n'offrez... Une réflexion, alors, pour les pouvoirs publics, plutôt qu'une journée d'embêtement pour les habitants. Effectivement, et si ou les deux. Une journée d'information. Une journée d'information met 2 fois plus de temps pour arriver à leur travail, qu'est-ce qu'on aura gagné finalement qu'à démontrer l'échec d'une politique pareille? Je voudrais proposer à Julie Frère qui voulait ajouter quelque chose sur les voitures. Allez-y. Oui. On a fait une étude auprès de 1600 Belges pour voir quel était encore le mode de transport privilégié. On est encore à 75% qui privilégie la voiture et l'argument principal qui est exposé, c'est le confort. Cette idée aussi qu'on est plus en sécurité dans sa voiture. Il y a plusieurs éléments, mais le confort, c'est une enquête sur l'ensemble du pays. C'est pas juste sur 1600 Belges, oui, tout à fait. C'est pas juste sur Bruxelles. Mais donc je pense qu'il y a encore effectivement, et je suis assez d'accord avec ce que vous avez tous les deux dit, d'immenses défis en matière de mobilité, et que ouvrir le débat, cette proposition a déjà le mérite d'ouvrir le débat et qu'on parle de ces modes alternatifs de transport, parce qu'il y a encore aujourd'hui vraiment des fausses croyances. Par exemple, dire la voiture est moins chère. Les gens pensent encore que la voiture est moins chère. Or, c'est faux. La voiture est plus sécurisée. Ce n'est pas vrai non plus. Donc, quand on regarde plusieurs points, on voit qu'il y a des fausses croyances qui poussent encore les gens à privilégier la voiture. Et là, il y a un vrai travail de mentalité à faire. On en reparlera en septembre, je suis sûr. Alors, on a beaucoup parlé comme ça du gouvernement Macron, des thèses ni de droite ni de gauche, peut-être du centre ou d'ailleurs. Moi, je vous propose à chacun, juste avant de passer au coup de cœur, de me dire une macronade. Alors, qu'est-ce que c'est une macronade? D'abord, c'est un néologisme. C'est pour dire qu'il y a moyen de dire tout et son contraire, mais en même temps. Un exemple, il faut moraliser les relations commerciales avec l'Arabie Saoudite, mais en même temps, il faut leur vendre des armes pour sauvegarder l'emploi à l'AFN. Donc ça, c'est l'exemple de macronade. Alors, je vais demander à chacun s'il a une idée. Marcel Sel, peut-être vous, Donc moi, macronade? Je trouvais qu'il faut accueillir élégamment Donald Trump, qui est quand même le président des États-Unis, qui nous a traités de trous à rats, et en même temps, il faut garder son amour-propre. Oui, pas mal. Julie Frère. Je ne sais pas si vous allez la comprendre, c'est très lié évidemment à notre domaine de consommation, mais le ministre Chris Peters est ministre de l'Emploi et de l'Économie, et en même temps des consommateurs. Voilà. Michel Gueud. Eh bien, puisqu'on parlait de Trump, une Trumponnade ou une macronade à la Trump, d'un côté, mettre son ambassade à Jérusalem, capitale une et indivisible d'Israël, et de l'autre, dire que le mur des lamentations n'est pas en Israël. Voilà, c'est une belle controverse. Salma Awash. Et on peut dire qu'en même temps, il faut ne pas casser les règles du marché par rapport au libéralisme, mais en même temps, il faut protéger les emplois des sociétés qui font des bénéfices. Ça, c'est une vraie macronade. Boris Dilliès, est-ce que vous avez en tête une macronade? Oui, alors il faut simplifier les institutions bruxelloises et en même temps ne pas toucher aux prérogatives des communes. Il va y avoir des boulots. Emmanuel Debock. Allez, on va faire sur les impôts. Il faut diminuer les impôts et en même temps, il faut augmenter les services sociaux. Ah oui, oui. En tout cas, je crois que ça donne des idées pour les programmes électoraux des communales et des régionales qui suivent. On peut le faire avec la météo aussi. Hein. Oui, on peut le faire avec tout. On est au mois de mai, mais en même temps, il pleut. Oui, voilà. Alors, on va passer au coup de cœur maintenant. Marcel, on commence avec vous. Vous vouliez parler de vélo et de draisienne en bambou. Oui. Ça, c'est particulier. Ah bah, ça. C'est une petite start-up dont j'ai oublié le nom. Voilà. C'est Cyclade. Voilà. Cycade. C'est une petite start-up. Pour l'instant, ils ont 3 vélos qu'ils ont loués et qui ont repris une idée d'Asie du Sud-Est. C'est des vélos en bambou. Donc, c'est plus léger. Ça résiste à la pluie. C'est suffisamment solide, paraît-il. Et donc, ils font des vélos en bambou électriques
à la pièce et ils les louent. Et donc, pour, je crois que c'est 100 ou 125 € par mois, on peut louer un vélo. Et ils sont assez rigolos. Il y a aussi des draisiennes pour enfants, voilà. Et c'est une initiative, une petite entreprise microscopique bruxelloise. Il y en a qui tapent sur les bambous et il y en a qui font du vélo avec du bambou. Et en plus, alors, Julie Frey, vous. Et moi, je voudrais faire le lien avec ce dont on a parlé tout à l'heure, la cyberattaque, et parler du site qu'on a mis en ligne en collaboration avec Google, mais aussi, par exemple, le Centre pour la cybersécurité. Et vous allez trouver sur ce site plein de conseils pour justement surfer de manière sécurisée. Des conseils quand vous faites vos achats en ligne, des conseils pour protéger vos enfants par exemple, de certains contenus inappropriés, de sécuriser vos appareils, etc. Donc il y a plein d'aspects très pratiques. C'est cybersimple.be. Et donc je conseille vraiment à tout le monde d'aller jeter un petit coup d'œil pour tous ces conseils pratiques qui peuvent nous éviter de très mauvaises surprises. Michel Gueud, retour à Uccle, chez oui, de Crolly. École de Crolly, une école bien connue à Bruxelles. Et Jean Lemaître a consacré un roman aux élèves et aux professeurs de cette école qui ont joué un rôle dans la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Toutes sortes de résistances, cacher des enfants, accueillir des élèves de l'université pour qu'ils n'aillent pas au travail obligatoire et d'autres choses encore plus risquées. C'est un roman très agréable à lire et qui nous apprend plein de choses sur ce qui s'est passé à Bruxelles dans la résistance. Salma Awash. Alors moi, c'est pas un roman, c'est un essai autobiographique de Jude Jassouma, qui est un professeur de français qui vient d'Alep. Donc le livre s'appelle « Je viens d'Alep » et qui a rencontré Laurence de Cambronne, qui est l'ancienne rédactrice en chef du L. Et donc c'est vraiment poignant parce que ça raconte cet itinéraire dont on entend énormément parler, de ces migrants sur lesquels on ne sait pas trop quelle position avoir. Et c'est un mélange d'humanité et de profonde humilité, et en même temps on reste très ouvert et très espérant vers l'avenir. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais voilà, je pense que vous avez compris. En tout cas, c'est à lire parce que ça nous met en face des réalités qu'on n'a pas vraiment envie de voir, mais qu'il faut voir quand même. Très rapidement, mon coup de cœur, c'est Trump de A à Z d'Hervé Bourris, c'est chez Casterman. Ce sont tous des dessins sur I comme imprévisible, A, etc., de A à Z, et toutes des choses affreuses sur Trump pour se préparer pour la semaine prochaine. Très rapidement, Emmanuel Deboc et Boris Dillier, c'est un conseil pour nos téléspectateurs, Emmanuel Deboc? Peut-être l'exposition au château de Gazbeek sur l'éternité. Voilà, elle va durer longtemps, celle-là. Oui, mais une jolie exposition. Alors, ce dimanche, la 5e édition de Homborg en Fête, qui est un événement qu'on a créé avec Valentine Delwart et Karine Goll il y a 5 ans dans un quartier typique d'Uccle, très attachant et qui vaut vraiment la peine. Donc, ce dimanche, toute la journée au Homborg à Uccle. Et en même temps, on ira à la Pride, peut-être. Et en même temps, vous allez où vous voulez. Merci à tous, invités, chroniqueurs. Bon week-end, à la semaine prochaine. Merci. À bientôt.